Bienvenue pour cette exploration, basée sur les documents qu'on a pu consulter, d'une phase vraiment clé des tests d'intrusion, la découverte. Bonjour. Oui, la phase de découverte, c'est vraiment le point de départ. C'est ça. Juste après la planification, c'est le moment où on essaye de ramasser un maximum d'informations sur la cible. Tout à fait. Et on va voir qu'il y a en gros deux grandes manières de faire. La reconnaissance passive et puis l'active. L'idée, c'est de comprendre comment on commence à flairer les vulnérabilités potentielles. Et c'est crucial parce que toute l'évaluation de sécurité repose là-dessus, en fait. Ah oui? Bah oui, cette collecte d'infos initiale, ça permet de dessiner un peu la carte de la surface d'attaque, de savoir où chercher, où concentrer les efforts. Sans ça, on est un peu perdu. D'accord, je vois. Alors, commençons par la passive, reconnaissance passive. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de collecter des infos sans toucher directement au système de la cible. Exactement. C'est l'aspect furtif, discret. Discret, oui. L'avantage, c'est que ça ne déclenche pas d'alerte, imagine. Précisément. Et comme méthode, on parle de quoi? Analyser les sites web, leur structure, les technos utilisés. Oui, ou faire des recherches WIS pour voir à qui appartient le domaine, qui sont les contacts techniques ou administratifs. Ah, les contacts Wiz, oui, ça peut servir. Énormément, surtout si on envisage après de l'ingénierie sociale. Et puis, surveiller les réseaux sociaux, regarder les offres d'emploi pour deviner les technos en interne. Absolument. Tout ce qui est public, en fait, on essaye de construire un profil détaillé de la cible, mais à distance. Son empreinte numérique, sa structure, parfois même le nom de certains employés clés. Trouver le nom de l'admin système dans le WIS, ça c'est une pépite potentielle, non? Pour un hameçonnage ciblé après? Exactement. C'est une mine d'or potentielle. Ces petites infos, l'air de rien, une fois qu'on les recoupe, ça devient très puissant. Bon, mais observer de loin, ça a ses limites, j'imagine. Parfois, il faut s'approcher, non? Oui, et c'est là qu'on passe à la reconnaissance active. Voilà. Là, on change de méthode. On interagit directement avec la cible. C'est ça, on va la sonder. Mais du coup, le risque de se faire repérer, il augmente fortement. Ah oui, considérablement. Mais on obtient des informations différentes, plus techniques souvent. Comme quoi, par exemple? La cartographie réseau, Exact. utiliser Nmap pour trouver les machines actives, les ports ouverts. Exactement. Nmap est un classique. Découvrir un port ouvert inattendu, ça peut tout de suite indiquer une mauvaise configuration ou un vieux service oublié et peut-être vulnérable. D'accord, et les pings, les tracés routes, ça sert à quoi dans ce contexte? À confirmer quelles adresses IP sont utilisées et à voir par où passent les données pour atteindre la cible. Ça aide à comprendre l'infrastructure réseau. Et la capture de bannière, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est quand on envoie une requête spécifique sur un port qu'on sait ouvert, pour que le service qui écoute réponde en donnant son nom et sa version. Ah, et savoir la version, c'est crucial pour. Pour chercher des exploits connus qui ciblent spécifiquement cette version. C'est une information très précieuse. Et il y a aussi les scanners de vulnérabilité, comme Nessus ou OpenVAS. Ça semble très direct, non? Très bruyant. Oui, c'est le compromis de l'actif. Ces scanners sont souvent détectés parce qu'ils envoient plein de requêtes pour tester des centaines, voire des milliers de failles connues. Genre un logiciel pas à jour, une config par défaut un peu risquée. Voilà. C'est un échange. On a des infos techniques très précises, mais on prend le risque d'allumer les voyants rouges chez la cible. D'autres outils actifs? Oui, on peut penser aux renifleurs de paquets comme Wireshark pour voir si du trafic passe en clair sur le réseau, ou les numérations DNS avec des commandes comme dig ou NSLOOKUP pour essayer de découvrir des sous-domaines, d'autres serveurs liés à l'organisation. Toujours dans l'idée d'élargir la carte d'attaque, en fait. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier des méthodes plus directes encore. Ah oui. L'ingénierie sociale, euh, le phishing, essayer d'appeler pour obtenir des infos, ou même la fouille des poubelles, le fameux dumpster diving. La fouille des poubelles? Carrément. On peut trouver des choses? Parfois, oui, des documents sensibles jetés un peu vite, ça arrive. Incroyable. Donc, pour résumer si on veut, passif égale observer discrètement, de loi. Actif égale interagir directement, sonder au risque d'être vu. C'est une bonne synthèse. Mais dans les deux cas, le but final, c'est le même. Accumuler du renseignement pour trouver des failles, des points d'entrée et évaluer la sécurité. Exactement. Et cette phase de découverte, elle est fondamentale. Souvent d'ailleurs, les approches passives et actives sont complémentaires. Elles donnent l'intelligence nécessaire pour savoir où frapper ensuite pendant le test d'intrusion lui-même. Comprendre ces méthodes, ça fait réfléchir aussi à notre propre
empreinte numérique, non? Ah oui, tout à fait. Et à ce que nos organisations exposent, parfois sans même s'en rendre compte. Et ça nous amène à une dernière petite question pour la route, inspirée par nos lectures. Comment une organisation peut-elle gérer cet équilibre délicat, on va dire? Oui. Ben, entre le besoin de rendre publiques certaines informations, comme des offres d'emploi, qui détaillent les technos utilisés, les infos WIS, la présence sur les réseaux sociaux, et le risque que cette transparence fait peser sur sa sécurité. C'est une excellente question. Et franchement, c'est un défi constant à l'ère numérique. Il n'y a pas de réponse simple, malheureusement. Un vrai casse-tête.